Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver. On est mercredi 7 décembre 2022. Aujourd'hui au programme, on va parler du Bitcoin rapidement avec le trade qu'on a initié lundi et qui se déroule plutôt bien. On avait identifié ce niveau de résistance assez important, notamment grâce à la target AB égale CD. Mais on va faire un ajustement, je vais en profiter de parler de ce trade pour analyser rapidement ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin. En tout cas, sur le court terme, on voit qu'on reste dans cette espèce de range. Et donc quand on est en haut du range, on spécule sur le fait qu'on puisse revenir vers le bas du range. C'est ce qui est en train de s'opérer peut-être sur le Bitcoin. Mais évidemment, il y a un moment où on le cassera soit à la baisse, soit à la hausse. Et à ce moment-là, il faut essayer d'identifier également les niveaux de résistance et de support pertinents. On va essayer justement de regarder rapidement ces niveaux-là. Et puis on enchaînera avec l'analyse de l'Ether et du Binance Coin de façon assez rapide. Ça permettra de faire le parallèle avec l'algo-dominance qu'on a vraiment étudié en détail hier. Donc d'ailleurs, je vous mets la vidéo ici en haut à droite si ça vous intéresse. Mais l'objectif, justement, vu qu'on est mercredi, c'est de parler du portefeuille fictif et de voir avec quelqu'un qui arriverait maintenant sur le marché avec 10 000 euros, quelle serait la façon, une des façons, parce qu'il y en a des milliers et les possibilités sont infinies, mais une des façons qui me semble assez intelligente pour constituer un portefeuille aujourd'hui dans le contexte de marché dans lequel nous sommes. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si le contenu vous plaît. Je vous passe la petite introduction, on se retrouve directement. Donc pour l'instant, notre trade se passe plutôt pas trop mal. Il est loin d'être gagné, hein. Attention, on peut très bien se retourner par ici pour ensuite aller chercher notre stop loss. Malgré tout, je suis assez optimiste sur celui-là. Sur ce trade, pardon, pour être précis, parce que ici, vous voyez, quand on prend un Fibo qui récupère cette hausse, on n'est pas revenu en zone de rechargement. Donc là, on a des niveaux à venir retester, qui sont la zone de rechargement du coup de toute la hausse. Donc sans problème, et c'est comme ça que je l'ai positionné, hein, d'ailleurs, le trade, je pense qu'on peut revenir chercher ces niveaux des 16 200 à 15 900, assez prochainement, mais on voit que c'est pas encore gagné. Et il y a toujours cette ligne, du coup, c'est une ligne de support, hein, que l'on voit ici, qu'on peut se tracer comme ça. Regardez, je vais enlever du coup les Fibos. Je suis venu chercher vraiment de façon précise la clôture 4 heures ici, également là. On voit qu'on n'est pas revenu dessus, mais c'est une ligne de support, donc attention, il faut quand même la casser par le bas pour imaginer aller chercher notre take profit par la suite. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas gagné. On a quand même un Bitcoin qui a pas mal chuté ces derniers temps, et c'est possible qu'on ait quelque chose qui rebondisse à la hausse assez vite, assez fort, pour revenir chercher donc ces anciens niveaux des 18 000, 18 500. Mais c'est vrai que ce take profit n'a pas été positionné au pif, hein. On est un petit peu au-dessus du chiffre psychologique des 16 000, donc ça c'est cool. Et si on se met une ligne qui vient chercher vraiment ce take profit, on voit qu'il a été touché ici par ces mèches. Là on est passé en dessous, mais on a également ces mèches là, et là on est presque sur la clôture. C'est un niveau que, effectivement, le Bitcoin a quand même pas mal travaillé. À chaque fois qu'on a eu des sortes de purges, on a rebondi, hein, sur ce niveau. Donc c'est pour ça que je l'ai positionné ici. Voilà, tout simplement. Ça peut être un bon niveau, du coup, vous l'avez compris, c'est ça qui est intéressant avec le trading. Pour ouvrir un long, du coup, ça veut dire que c'est probablement un très bon niveau pour positionner un achat, avec un stop loss qu'il faut définir, et par la suite, pourquoi pas une hausse du Bitcoin qui pourrait s'opérer. Mais vous voyez que c'est des trades que l'on fait uniquement en spéculant sur le haut du range, le bas du range, à un moment donné, ça va plus marcher. Il y a un trade qui sera perdant et on cassera ça soit par le bas, soit par le haut. Ce qui me permet de rebondir sur le graphique weekly. Vous voyez que le 4 heures tout à l'heure, c'était vraiment cette petite partie. J'ai vraiment dézoomé, hein. Ici, on est sur un graphique très très long terme. Et on observe que si on casse par le bas le range, c'est pour ça que je me suis mis en long terme, c'est pour voir que ici il y avait cet ancien sommet, et donc les 13 800 c'est la zone à abattre, hein, derrière, à aller chercher. Puis ensuite, bien sûr, si on casse les 13 800 par le bas, on revient dans cette espèce de range là, vous voyez, qui s'était opéré ici. Alors on est allé chercher un peu plus bas lors du crash Covid, mais c'est là où le Bitcoin avait beaucoup travaillé, entre 6 000 et 9 000 $. Après, est-ce que... du coup c'est plutôt entre 14 du coup et 9 000 $, mais est-ce qu'on va venir chercher ces zones de prix? J'en doute quand même. On voit que le Bitcoin semble devenir de plus en plus résilient, et c'est beaucoup trop précoce pour dire qu'il est prêt à se retourner, mais en weekly c'est la première fois depuis le début de cette chute qu'on observe du coup un nouveau plus bas qui se traduit par un RSI qui ne fait pas de nouveau plus bas, qui même au contraire semble assez haut, ce qui veut dire qu'on a peut-être un début de divergence qui s'opère. Et ça va être très long à se dessiner derrière, parce que même si cette divergence se confirme, il va falloir voir un W, etc., etc.
Ça va prendre du temps. Mais c'est plutôt bon signe de voir ça, et ça peut nous laisser penser qu'effectivement, ce chiffre des 10 000, 9 000, enfin en tout cas la réintégration de cette zone, pourrait ne pas se faire en fait, tout simplement. Donc à voir. Franchement, j'ai hâte de voir ce qui se passera sur le Bitcoin. Donc là, vous avez les targets effectivement baissières, donc 14 000, 10 000, chiffre psychologique évidemment. Et au niveau des targets haussières, si finalement dès maintenant on décide de casser le range, ça risque de prendre un peu de temps. Mais en termes de moyen terme, voilà, si on prend le graphique comme ça en weekly et qu'on récupère un Fibo finalement qui prend toute la baisse, alors, attendez, je me positionne correctement ici. Vous voyez les objectifs directement qui s'affichent, 28 000 $, 35 000, 48 000. Mais là, je suis sur du moyen terme, du 6 mois à 1 an. Vous voyez que ça, on a mis 1 an pour le faire. Ce qui veut dire que là, ce que je suis en train de vous montrer avec ces targets, c'est également sur une période a priori d'1 an. Pourquoi pas imaginer que là, on ait eu une période de forte volatilité avec un vrai bear market qui s'opère, et que ça se traduise par la suite par une période de range, donc qui s'opère avec sur 1 an une montée sur la moitié finalement, c'est-à-dire qu'on récupère toute la chute, on prend la moitié, c'est les 42 000, et qu'on range ensuite, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe généralement au niveau des cycles. On a une grosse période de forte volatilité pendant 1 an et demi de range, ensuite pareil, une grosse période de forte volatilité avec une chute pendant 1 an et demi, ensuite 1 an et demi de range, etc. etc. On constate souvent ça sur le Bitcoin, donc c'est intéressant. Voilà. Je vais continuer maintenant avec l'Ether et le BNB rapidement. Vous avez à gauche l'Ether, à droite le Binance Coin, et donc alors qu'aujourd'hui sur le Bitcoin nous sommes sur un bottom, vous voyez que sur le Binance Coin et l'Ether ça n'est pas du tout le cas. Donc on a des altcoins qui sont résilients en ce moment. C'est à peu près la seule chose dont je voulais parler sur ces analyses. Mais en fait, l'adoption de la DeFi a fait qu'il y a eu une adoption et donc une réelle prise de valeur sur ces deux actifs, qui sont l'Ether et le Binance Coin. Avec sur le Binance Coin quelque chose d'encore plus important que sur l'Ether, puisque entre ces niveaux-là et les niveaux actuels, on est sur 1 x 10. Vous voyez, je parle des niveaux par exemple. On va prendre une date précise pour faire la même chose avec l'Ether. On va prendre par exemple ce point-là, allez, on va dire juin 2019. Ouais. Par exemple, en juin 2019, l'Ether valait 300 $. Donc là, on est sur un x4 à peu près. Alors que sur le Binance Coin, si on prend le mois de juin 2019, on était sur les 32 $, ouais, x10 quasiment. Donc on a une crypto ici, le Binance Coin, qui a prouvé sa résilience et sa réelle prise de valeur. Malgré tout, et c'est bien le problème en ce moment, c'est qu'on a une altcoin dominance qui est très élevée. Et sur un contexte de marché baissier, le rectangle rouge que vous avez à l'écran, enfin les deux rectangles rouges que vous avez à l'écran représentent les marchés baissiers du Bitcoin, celui ici de 2018-2019 et le marché baissier actuel. On n'est pas dans un contexte similaire du tout en termes de temporalité. Ici, début du marché baissier, niveau actuel, 56 bars. Regardez, début du marché baissier ici, et 56 bars, ça nous amenait ici. Vous voyez, donc là, les altcoins avaient déjà chuté de 60% par rapport au Bitcoin. Alors que là, dans le cycle actuel, je prends le sommet, admettons, et le niveau actuel, on est à moins 4%. Et le sommet, en plus, il a été atteint récemment, pendant la phase de marché baissier. Donc c'est quand même incroyable. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va casser ça par le haut et on va avoir des altcoins qui, en plein bear market, performent? Ou est-ce qu'on va avoir une année 2023 un peu merdique avec des altcoins qui retracent un petit peu par rapport au Bitcoin? Je sais pas, et je vais devoir spéculer sur un des cas pour faire mon portefeuille fictif, sur lequel je vais continuer directement. Donc en fait, ce portefeuille fictif sur une base de 10 000 €, eh bien on a converti les 10 000 € en stablecoin pour pouvoir échanger les cryptos qu'on veut, on le sait, avec des euros on peut pas acheter toutes les cryptos que l'on souhaite, alors qu'en stablecoin c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que je procède de cette façon. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que il y a 3 possibilités. Soit vous êtes convaincu que ça va monter ici et que les altcoins vont tout casser. Soit vous pensez également, et ça serait plutôt comme ma vision des choses, c'est-à-dire voir une altcoin dominance qui chute un petit peu en 2023, soit vous admettez que vous n'en avez aucune idée. Dans le cas où vous admettez que vous n'en avez aucune idée, la meilleure chose à faire, a priori, c'est d'avoir un portefeuille 50-50. Vous prenez 50% de Bitcoin, 50% d'altcoin, voilà, vous admettez que vous n'avez aucune idée du sens dans lequel partira cette altcoin dominance. Vu que moi j'ai plutôt l'impression que ce marché baissier va être chiant à mourir et qu'en 2023 on aura des altcoins qui chutent un petit peu, et bien je vais faire un 70-30 en fait. Sur ce portefeuille fictif je vais faire ça, mais on va repartir de la base.
on avait mis 10 000 euros qu'on a converti en stablecoin. La semaine dernière, pour vous montrer comment marchait cet outil-là que vous avez à l'écran, j'avais acheté 2000 $ de Bitcoin. Et maintenant, on va réellement le commencer, ce portefeuille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer déjà une somme que l'on veut investir dès le début dans les cryptos. Parce qu'on a 10 000 euros, mais on va peut-être pas mettre directement nos 10 000 euros dans les cryptos. On va peut-être en consacrer une partie, en garder un petit peu, au cas où si le Bitcoin continue de chuter. Ceux qui me suivent ont peut-être vu l'émission de lundi, qui était consacrée uniquement au Bitcoin. J'avais détaillé cet indicateur de façon assez précise en montrant comment sont calculées chaque ligne, etc. Mais en tout cas, on a la ligne verte et la ligne rouge ici qui bordent bien le cours et qui montrent bien les tops et les bottoms des différents cycles. Et cet indicateur nous montre qu'on est a priori sur un bottom historique. En plus de ça, on a les lignes, donc la ligne jaune et la ligne verte qui viennent de se croiser. Et à chaque fois qu'on les a croisées, en tout cas lors des cycles précédents, que ces lignes se sont croisées également, eh bien, c'était le début du cycle de range. Donc, il y en a plein des indicateurs, c'est pas le seul. Et la plupart se rejoignent dans l'idée qu'effectivement, nous sommes pas loin, ou voire peut-être nous avons déjà touché, un bottom historique sur le Bitcoin. Ça, il faut en être conscient quand même. Donc oui, on peut aller aux 10 000 $, oui, même on peut aller en dessous, tout est possible. Peu importe, on s'en fiche, qu'on aille aux 10 000 ou en dessous, on sait que le bottom est proche quoi qu'il arrive, et c'est ça qu'il faut retenir. Si on va aux 10 000, on pourra dire que cet indicateur ne joue pas bien son rôle d'indicateur, puisque on pourra conclure qu'en fait les marchés baissiers précédents avaient bien prédit à 10% près, en tout cas avec cette ligne verte, les bottoms. Mais on pourra dire, voilà, si par exemple on va aux 10 000, on dira cet indicateur n'est plus fiable et ne se vérifie plus. Donc il n'a plus lieu d'être regardé et observé, tout simplement. Jusqu'à maintenant, c'est fiable. On voit que la ligne verte prédit donc à 10% près le bottom, la ligne rouge également. Si jamais on descend aux 10 000, vu que là, la ligne verte nous donne les 17 100 $, on aura une différence de 60-70%, j'en sais rien, à peu près. Donc ça, on pourra en conclure que cet indicateur ne vaut plus forcément la peine d'être regardé pour les cycles suivants, en tout cas. Mais pour l'instant, on peut s'appuyer dessus. Et donc, sur mon portefeuille fictif, je vais décider d'investir 70% des 10 000 euros dans les crypto-monnaies. Et en garder du coup 30% en dollars, en stablecoin, au cas où si le Bitcoin décidait d'aller chercher les 10 000 $, ou les 14 000 même, avec des altcoins qui également continueraient de chuter, etc. etc. Et sur ces 7 000 $ de crypto, eh bien on va en mettre 30% dans les altcoins et 70% dans le Bitcoin, par rapport à l'analyse qu'on avait faite, et à savoir celle de l'altcoin dominance, où on observe qu'on est très très haut, etc. et qu'on suppose donc, moi je fais partie des personnes là qui supposent que cette altcoin dominance doit descendre par rapport au fait qu'on soit sur une ligne de résistance importante. Mais je laisse le bénéfice du doute, tout de même en achetant 30% d'altcoin, au cas où si finalement ce scénario se produit, où l'altcoin dominance monterait d'un coup très fort, pour pouvoir quand même en profiter. Vous voyez. Donc c'est un peu l'idée de ce que je vais vouloir faire ici, sur ce portefeuille fictif. Donc pour commencer, vu qu'on avait déjà acheté, pour faire l'exemple, 2000 $ de Bitcoin, on va devoir en acheter 2900 supplémentaires. Et ensuite 2100 $ d'altcoin. Comme ça, on arrivera à 7000 et on aura notre bon pourcentage de répartition BTC et altcoin. Donc au prix actuel, voilà, qui est récupéré en temps réel ici sur le tableur, eh bien j'achète 2902 $, donc du coup de Bitcoin. Je regarde combien ça fait. J'ai mon petit convertisseur. En réalité, si vous faites des achats sur Binance ou autre, vous avez directement votre transaction. Moi je la simule, donc je suis obligé de le faire comme ça. Je vois que 2900 $, du coup, ça représente 0,1707 Bitcoin. Donc je vais pouvoir les ajouter à mes quantités. Donc ici j'avais déjà 0,11 qu'on avait acheté la semaine dernière, sur un prix qui était quasiment similaire. On va compléter cet achat pour vraiment débuter ce portefeuille fictif en faisant 0,1707. C'était ça le chiffre. Et puis à cela, du coup, il va falloir que je retire du coup mes 2900 stablecoins que je viens d'investir. Voilà, de cette façon, j'ai bien mes 4900 $ de Bitcoin, ça représente 0,2891 Bitcoin à l'heure actuelle. Maintenant, il va falloir que j'achète mes 2100 $ d'altcoin. Donc la question c'est quel altcoin je vais choisir. On va pas forcément faire les foufous aujourd'hui. Bien sûr, ce portefeuille, on aura le temps de le peaufiner. Le bear market, je pense pas qu'il soit fini. Et on va pouvoir le peaufiner avec beaucoup d'altcoins, etc. On va pouvoir en rajouter d'autres. Par exemple, sur ce tableau, vous voyez, il suffit ici, dans cet onglet, de mettre Link, ADA, Chiliz, CHZ. Voilà, je rajoute ces cryptos. Vous voyez, leur prix s'affiche directement. Et elles se sont ajoutées automatiquement. Vous avez les prix en temps réel qui s'affichent là et qui s'actualisent toutes les 5 minutes. Cet outil d'investissement que vous avez à l'écran, si vous souhaitez l'obtenir, n'hésitez pas à aller voir dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien où j'explique beaucoup mieux le fonctionnement de ce tableau, et un autre lien qui vous ramène sur le site de CryptOrganize qui va vous permettre d'effectuer une donation pour obtenir ce tableau.
On va maintenant pouvoir investir sur l'Ether et le Binance Coin avec les 2100 $ qui nous restent à y consacrer. Donc pour ça, eh bien, on va diviser ça par 2, ça fait donc 1050. Je vais marquer 1050 ici. On va regarder pour l'Ether du coup combien ça fait. Donc 0,83. 0,83. Je simule mon achat. Je vais retirer mes 2100, hop, ici. Et combien ça fait en Binance Coin? Du coup, hop, 3,63. 3,639. Voilà, c'est bon, j'ai fini du coup cette première étape sur ce tableau. On voit qu'en fait, je me suis un peu trompé, hein. Je l'ai fait avec les dollars au lieu de le faire avec les euros. Du coup, notre répartition, c'est pas pile poil 70-30. Regardez, il y a donc il reste 32% de stablecoin et 68% du coup de crypto actuellement dans le portefeuille. En revanche, notre répartition du coup Bitcoin, altcoin, elle est bien propre. On a bien nos 70% de Bitcoin et nos 30% d'altcoin qui sont divisés pour 15% sur l'Ether et 15% sur le Binance Coin. Vous voyez, c'est bien visuel du coup. On voit bien la répartition Bitcoin, Ether, Binance Coin, etc. Crypto stable et 70-30, on les retrouve sur les graphiques. Désormais le portefeuille est à moins 136 €. C'est principalement dû au fait que, pour l'exemple, moi j'avais acheté du BUSD et le dollar est en train de chuter par rapport à l'euro. C'est pour ça qu'on a aussi cette différence qui s'opère. Sur les 10 000, effectivement, forcément, moins 136 €, ça représente 1% du portefeuille. Voilà, les fluctuations, elles vont arriver, hein, c'est-à-dire que peut-être la semaine prochaine, on sera à moins 10 ou à plus 10. Il suffit que le Bitcoin varie un petit peu. Maintenant, on est beaucoup exposé avec ce portefeuille. Mais bien sûr, c'est pas quelque chose qui me gêne. C'est pas quelque chose qui me gênerait non plus si c'était une décision que j'avais prise avec mon argent personnel. Par exemple, admettons, si j'ai 30 ou 40 000 € d'épargne, je décide de consacrer 10 000 € pour les crypto-monnaies. Si je mets 10 000 € dans les cryptos et que la semaine d'après il m'en reste 9 000, eh bien mon raisonnement ça va être de dire que mon portefeuille est passé de 40 000 à 39 000 grosso modo et qu'en termes de pourcentage, le fait d'avoir investi seulement une petite somme de mon épargne totale permet de limiter mon risque. Et je sais que sur mes 40 000, j'en ai 30 000 qui sont sécurisés en euros que je peux utiliser quand je veux. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée pour rester tranquille psychologiquement dans ces investissements, d'aller mettre de l'argent dont vous n'avez pas besoin dans l'immédiat. Ni dans l'année qui vient, hein. C'est pas la peine d'aller investir de l'argent que vous allez potentiellement avoir besoin dans 6 mois pour X raisons. Voilà, donc j'en ai fini avec cette émission, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, bien sûr. Je vous dis à demain, je vous souhaite une excellente journée, salut tout le monde.